Les vraies voix du rugby, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby. Au sommaire, ce soir jusqu'à 21h, retour sur le chef-d'œuvre de Dublin, 48 heures après la victoire des Bleus. Analyse avec nos consultants UNUG et Philippe Spanghero. La blessure d'Antoine Dupont a-t-elle gâché votre plaisir? Comment le capitaine va se relever et surmonter ce coup dur? On en parlera notamment à partir de 20h15 avec Sofiane Guitoun, ancien joueur du Stade Toulousain et de l'équipe de France qui a connu la même blessure et une récidive. Dupont au tapis, a-t-il été ciblé? Aucune sanction, aucune citation. Est-ce normal? On aura pour cela le témoignage d'Alexandre Ruiz, ancien arbitre international et actuel entraîneur en chef de Soyons Angoulême en Pro D2. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous êtes bien sûr les bienvenus au standard. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir Johan, bonsoir Philippe. Salut François. Et bonsoir Quentin, t'es de retour. Bah oui, ça y est, t'as compris qu'en journée, en gros, c'était un petit peu moins bien qu'en soirée. Bah non, mais on m'avait pas dit que le lundi fallait travailler, tu vois, j'avais oublié. Et voilà. Allez, les news du jour pour commencer cette émission. Exactement, et ce week-end a été marqué évidemment par la victoire de l'équipe de France face à l'Irlande 42 à 27, mais aussi par la blessure d'Antoine Dupont. Le capitaine de l'équipe de France souffre d'une rupture des ligaments croisés. Avec cette blessure, on va voir des retours dans le groupe France pour préparer l'Écosse et notamment le retour de Baptiste Serin. Barassi sera également forfait suite à son protocole commotion. Il est remplacé dans le groupe France par Fabien Bro-Boiry, le jeune joueur de la section paloise, 19 ans pour le Palois. Dans le reste de l'actualité, on a donc la liste des 42 avec ces deux nouveaux, et du moins un nouveau et un retour, celui de Baptiste Serin. Et puis, on a les scénarios possibles pour que l'équipe de France remporte le tournoi destination. Alors, il faut que la France gagne avec le bonus offensif contre l'Écosse. Ça, on sera champion quoi qu'il arrive. La France gagne sans le bonus offensif et l'Angleterre ne gagne pas avec le bonus offensif ou le fait sans résorber la différence de points par rapport à l'équipe de France. Ou encore, la France ne bat pas l'Écosse, mais l'Irlande et l'Angleterre perdent et l'Écosse ne gagne pas avec le bonus offensif ou en récupérant la différence de points sur l'équipe de France. Donc c'est quand même bien parti, François, pour les Français pour remporter le tournoi destination, mais pour ça il faudra s'imposer ce week-end. Ouais, le mieux c'est gagner avec le bonus, comme ça on réfléchit pas, y a pas de souci. On bat les records, tous les records et on sera heureux. Il y a peut-être aussi un débat parce que c'est vrai que au centre et notamment après le forfait de Barassi, il se pose la question qui pour remplacer Barassi. On a vu cet après-midi et c'était notamment nos confrères qui étaient à Marcoussis, on a vu Gaël Fickou avec la chasuble de titulaire. Est-ce que ça te semble logique, toi, Johan? Oui, tout à fait. Hein. Numériquement parlant, Gaël a de l'expérience. Il a enchaîné les matchs. Il a eu une petite semaine de repos de repos avec l'équipe de France, plein d'entraînement. Donc, logiquement, c'est lui qui devrait revenir et reprendre son poste de titulaire. Ouais, Philippe, il y avait débat quand même avec le Bordelais de Porter qu'on avait vu plutôt à l'aise dans le tournoi l'an dernier, qui a été écarté en novembre pour cause de blessure et qui est aussi un candidat, on va dire, rapport à la jeunesse quand même en vue de 2027. Oui, rapport à la jeunesse et puis surtout rapport à la complémentarité quand même qu'il y a à l'UBB entre cette paire de centres avec Moefana qui est un des grands gagnants de ce tournoi pour l'instant à ce poste de centre, mais bon, il y a l'expérience de Gaël Fickou. On avait même évoqué son retour avant l'Irlande, puisque Barassi avait fait des prestations un peu en demi-teinte jusque-là. Donc, on pensait déjà à son retour avant, donc ça paraît assez logique en effet. Et puis là, c'est un match qu'il faut à tout prix remporter. Antoine Dupont n'est pas là. Il y a que des joueurs d'expérience sur le terrain, mais l'expérience d'un Gaël Fickou fera du bien pour appréhender ce type d'événement, j'en suis sûr. Ouais, pour vous, pas de débat non plus pour remplacer Dupont. C'est Lucu, c'est pas Serin, c'est pas Le Garec. Il y a pas de doute. Moi, je mettrais bien Le Garec et ce rôle de Maxime Lucu qui, quand il rentre, arrive à calmer ou imposer son rythme à l'équipe. J'aime bien le rôle qu'il a en termes de finisseur quand il rentre. Avec son expérience pour l'équipe de France, je trouve ça dans ce rôle-là lui convient. Alors je dis pas que ce n'est pas un titulaire, mais dans ce rôle-là, je le trouve parfaitement à l'aise. Philippe, par rapport à la qualité de l'entrée de Lucu, ça serait dur quand même de pas le titulariser.
Alors, ce serait dur. Après, dans la stratégie et le plan de jeu, je comprends ce que dit Johan. C'est vrai que moi, j'ai été honnêtement impressionné par l'entrée de Lucu. J'ai pas le souvenir qu'il ait fait un aussi bon match en équipe de France dans toutes ses apparitions. Il a vraiment mis sa patte sur ce match. Il a su donner un rythme que je lui connaissais pas. Il a eu la profondeur de jeu au pied dans ses sorties de camp. Enfin, vraiment, il a fait, je crois, sa meilleure sortie en bleu. Donc, c'est sûr que à la vue de ce match, ce serait vu comme une sanction de pas le titulariser. Mais après, je comprends la logique de Johan parce que il y a toujours cette histoire de banc. Est-ce que contre l'Écosse, qui paraît peut-être un peu moins solide ou difficile à manœuvrer devant, on va revenir à un 6-2 ou rester à ce 7-1 qui a bien fonctionné? Et en fonction aussi, le choix de Lucu sur le banc, il offre peut-être d'autres solutions. Ceci dit, quand même, par rapport entre guillemets, à l'état de forme, à la politique de l'homme en forme, Le Garec non plus, avec son club, on l'a pas vu. Voilà, c'est un jeune joueur très talentueux, il n'y a pas de doute, mais on va dire, il n'est pas dans la forme de sa vie, Johan. Non, il est peut-être pas dans la forme de sa vie, mais il est dans un système qu'il connaît très bien maintenant depuis 3 ans. À chaque fois qu'il a joué pour le maillot de l'équipe de France, il a fait de très bons matchs. Et le titulariser en fonction de voir ce qui se passe, et si ça se passe bien, Maxime rentre comme il sait faire, avec il apporte son expérience, et si ça va pas, le faire rentrer plus tôt. Mais Maxime apporte aussi cette polyvalence 9-10 qui peut être importante aussi en fin de match. Donc le choix ce serait pas une sanction de pas le mettre, en fait. Donc voilà, pour moi, il a gagné sa place dans ces 23, et voilà, le titulariser, c'est sûr que ce serait logique aux yeux du grand public. Mais sur un point de vue stratégique, ça serait logique aussi qu'il soit sur le banc. C'est pas une sanction. Ouais, quand Serein est convoqué dans les 42, on imagine que c'est pas que pour lui permettre d'obtenir des miles. Voilà, c'est quand même un joueur expérimenté, qui est en forme, qui est une personnalité. Il y a pas de stratégie. Oui, mais ça fait longtemps, François, qu'il est pas venu dans le groupe France, donc le temps de s'approprier le système de jeu. Je trouve que ce serait ne pas l'aider. L'été dernier, mais bon. Ouais, avec bon, beaucoup de jeunes joueurs. Donc voilà, il a pas fait la tournée de novembre. Voilà, j'irai vers de la continuité, donc soit Le Garec ou Maxime Lucu. Voilà, on a bien sûr fait les louanges du banc 7-1 contre l'Irlande. Voilà, va-t-on revenir à un 6-2 après la blessure de Dupont? Ça a quand même c'était une stratégie risquée, même si elle a souri aux Français. Est-ce que ça peut changer lors du match contre l'Italie, Philippe? C'est la question contre l'Écosse. Ouais, c'est la question que je posais tout à l'heure. Honnêtement, on peut se la poser. Alors d'abord, je fais mon mea culpa parce que ce 7-1, j'y croyais pas. Et pour moi, le scénario auquel on a assisté samedi, c'était le pire scénario dans le cadre du 7-1 pour moi. Et force est de constater qu'il a fonctionné et que je m'attendais pas du tout à une performance comme ça de Djegou au centre, surtout sur une aussi longue période. Donc le 7-1 fonctionne. Après, les Écossais jouent pas vraiment comme les Irlandais, même s'il faut bien sûr pas les prendre de haut, mais ils déplacent beaucoup plus le ballon. Ils sont peut-être un peu moins solides sur les phases d'affrontement et sur les zones de rug. Donc la question se pose vraiment. Et si elle se pose, en effet, ça pose la question de la stratégie du banc, notamment derrière. Alors, messieurs, justement, l'équipe aujourd'hui a annoncé que pour l'instant, c'est un banc 6-2 qui semble se dessiner avec 2 porteurs qui prendraient la place d'Oradou sur le banc. Voilà. Oui. C'est logique. Bon, on fait les louanges du 7-1, mais enfin, si on était en 6-2, Johan, on n'aurait pas perdu à Dublin samedi. Sincèrement, je sais pas, mais en tout cas, force est de constater que ce 7-1, il fait mal à pas mal d'équipes. C'est quand la deuxième vague arrive d'avant, je pense psychologiquement, quand on les voit rentrer, on se dit encore on va reprendre du pain sur le grade, donc ça va être compliqué d'y échapper. Moi, j'aime bien ce système-là parce que quand on prend l'équipe adverse devant déjà, on peut mettre n'importe qui au centre. On le voit, ça fonctionne quand une équipe avance. Tous les joueurs sont en confiance et notamment Maxime Lucu qui a fait une excellente partie, mais parce que les avants arrivent à passer sur leur adversaire comme ils l'ont fait, et surtout en terrain adverse, c'est incroyable. Donc voilà, je resterai sur la même configuration.
On a vraiment, on a avancé debout, mais on a vraiment dominé le jeu au sol aussi. Hein. On a eu une qualité de sortie de balle et de vitesse de sortie qu'on n'a peut-être pas eu même depuis le début du tournoi, en deuxième période notamment. On a eu des libérations après ruck. On a vraiment dominé les Irlandais dans ce secteur de jeu. Et ce qui est compliqué quand même, c'est peut-être la meilleure nation du monde sur le sujet. Et c'est là aussi qu'on a gagné ce match, où en deuxième mi-temps, avec la fraîcheur du banc en 7-1 et ses sorties de balles rapides, ils ont été complètement dépassés. Ouais, avec notamment un truc, une stat intéressante que j'ai lue chez les copains de Midi Olympique, là, 23 contre-ruck tentés côté français, 7 réussis, c'est quand même beaucoup. Les Irlandais, on en tentait 5 et on en a réussi 2. Voilà, et notamment il y a un contre-ruck qui emmène le deuxième essai de Louis Bielbiarré à la suite du petit débordement de Thomas Ramos derrière, et ensuite on a vu comment il s'appelle, Damien Penaud, qui est reparti plein centre pour alerter à hauteur des 50 Louis Bielbiarré pour cet essai. On n'a pas prévu de se refaire quelques essais en son là avec le duo magique avec Daniel et toi, parce qu'il y en avait notamment le dernier là sur l'interception. Vous avez vibré, messieurs. Eh ben, tu sais quoi, on va l'écouter en avant-pub. Hein. Ah ben si tu veux, mais enfin bon, voilà, on va surtout faire la pause, parce qu'on voilà, il y a on a des dossiers sur le feu là. Il y a quand même cette histoire de Dupont, les conséquences. Voilà, on va en parler bien sûr tout au long de cette émission avec nos invités. À suivre, Sofiane Guitoun bien sûr, et puis à 20h30 il y aura Alexandre Ruiz. Il campe sur notre ligne, mais nous on résiste. L'interception de Ramos. Il reste 80 mètres à courir. Il y a Penaud pour le record. Penaud pour le record. Il va égaler Serge Blanco. C'est un cadeau de Ramos. C'est magnifique. Oh là là, c'est l'apothéose. Avec vous les amateurs de rugby au 0826 300 300, avec toute la team Sud Radio, Yohan Huget bien sûr et Philippe Spanghero qui sont là, oui, parce qu'ils ont encore leur voix contrairement à moi, parce qu'on a vibré à Dublin, et on est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Sofiane Guitoun, jeune retraité du Stade Toulousain. Salut Sofiane. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous en direct, bien sûr, ancien international, 2 Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, ceux de 2016 à 7 bien évidemment, et puis cette aventure avec le Stade Toulousain, aventure aux 4 Brennus pour toi. Sofiane, je présente pas Sofiane, Yohan. On connaît pas mal, ouais, on connaît bien. Bon, d'abord Sofiane, est-ce que toi t'as vibré autant que nous samedi, et comment tu l'as vécu ce Irlande-France? Ouais, franchement c'était un beau match. C'est vrai que depuis que j'ai pris ma retraite, je suis pas forcément tout le temps devant la télé à regarder les matchs, mais celui-là je l'avais ciblé. On était avec des amis, on était au grand café du stade après-midi, on regardait ça. Et franchement, c'était un drôle de match, et même si j'ai eu pas mal peur au début du match, avec pas mal de pression de la part des Irlandais, beaucoup de fautes sifflées contre la France, je me suis dit que ça allait être compliqué, et finalement, t'as un scénario, t'as une deuxième mi-temps qui est extraordinaire, et une belle victoire à la clé. Ouais, Yohan, toi tu le places comment ce succès un peu dans l'histoire récente des Bleus là, depuis l'ère Galtier par exemple? Il y a eu les All Blacks en novembre 21 qui avait été important, il y a eu Twickenham. Comment tu le mets? À quel niveau? Moi, je pense qu'il est quand même dans le top 3 des plus gros matchs de l'ère Galtier. Hein. On peut, avec les victoires face au All Black en novembre et Twickenham, donc ouais, dans ce top 3. Ouais, Philippe? Ouais, pareil, même si Twickenham, honnêtement, c'était incroyable, mais on était face à une équipe d'Angleterre qui était un peu dans le creux de la vague. Là, l'adversaire quand même du week-end dernier, c'était a priori autre chose. Donc, pour moi, elle est encore différente dans l'intensité et dans l'opposition, parce que c'est vrai que ces 20 premières minutes, comme le disait Sofiane, marque un caractère collectif pour être capable d'encaisser comme ça 20 minutes. Je crois que j'ai vu une stat à la 17e, il y avait 89% de possession pour l'Irlande, et ils avaient déjà passé la moitié du temps dans nos 22 mètres, quoi. Donc être capable de, même si on fait quelques fautes, de pas prendre de points, ça montre un caractère collectif qui est encore différent, je trouve, du début de l'ère Galtier.
Sofiane, tu as connu les confrontations bien sûr contre l'Irlande avec les Bleus, mais plus récemment avec Toulouse face au Leinster, il y avait 16 joueurs du Leinster dans les 23 Irlandais, donc c'était, et je crois qu'il y avait 12 Toulousains. Est-ce que c'était le match parfait qu'ils ont réalisé, c'est-à-dire qu'il faut courber comme ça l'échine pour épuiser les Irlandais, puis ensuite derrière s'engouffrer dans la brèche? Ouais, ça m'a fait penser un peu à la finale de l'an dernier, Toulouse-Leinster de Coupe d'Europe, où on a pas mal subi et t'arrives à faire le dos rond et à revenir sur la fin de match, même si c'est le score est plus serré, mais pareil, on les avait beaucoup embêtés dans le jeu au sol et je crois que c'est la différence sur ce match-là aussi. Bon, il y a quand même une ombre au tableau. Voilà, c'est la blessure d'Antoine Dupont, 28e minute. Voilà comment toi t'as vécu ça, Sofiane, et Johan aussi, bien sûr. Le ligament croisé, c'est, on va dire, la blessure la plus grave dans une carrière au rugby, dans tous les sports, mais au rugby en particulier. T'as tout de suite compris ça, toi, Sofiane, qui s'était entre guillemets repété les croisés là? Ouais, t'as pas envie de trop y croire, mais quand toi tu utilises les effets et que tu sais qu'Antoine fait les effets et que c'est pas quelqu'un qui sort s'il a pas quelque chose de grave, t'as vite compris que ça sent pas bon, quoi. Donc ouais, ça fait chier pour son tour. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais c'est le même genou ou c'est l'autre? C'est le même. Je crois que c'est le même genou. Ouais. C'est le même. C'est le genou droit. Toi, t'as connu aussi, Sofiane, la récidive du même genou. Non, c'était l'autre genou 10 ans après, mais c'est la même chose. Hein. Tu sais que t'es reparti pour minimum 6 mois si ça va vraiment bien, mais c'est entre 7 et 8 mois. Après, voilà, comme des joueurs, enfin, c'est une blessure grave, importante, parce que le temps d'arrêt il est long. Mais aujourd'hui, ça se soigne très très bien et il n'y a pas de doute que Toto il va très très bien se soigner. Il y a plein de monde qui va être autour de lui pour lui apporter le meilleur protocole possible. Et des fois, c'est un mal pour un bien quand tu sais la cadence que Toto a, que les internationaux ont. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la seule petite porte qui fait que tu peux souffler et régénérer ton corps. Ouais, Johan, tu partages l'analyse de Sofiane ou t'as des regrets? Tu dis, on aurait pu l'éviter. On a souvent aussi envie de refaire un peu les actions dans ces situations-là. Non, l'éviter, quand ça doit arriver, ça arrive. Des actions comme ça, il a dû en faire, 10 par match, et là, ça arrive. Il y a une cadence folle depuis maintenant 2 ans, le 7, le 15, voilà, psychologiquement, c'est assez énergivore. Et comme dit Sofiane, le seul moyen de te reposer aujourd'hui dans ce rugby-là, c'est malgré tout la blessure. Maintenant, même si le Stade Toulousain et l'équipe de France avaient œuvré pour le mettre au maximum au repos, c'est des choses qui arrivent. Voilà, ça lui permet de se reposer, de retrouver sa famille et de pas trop faire de RP. J'espère pour lui quand même. On en rigole, mais il en a assez. Il va pouvoir se reposer maintenant. Mais en tout cas, voilà, j'ai du mal à croire aujourd'hui dans ce monde de rugby moderne que le joueur irlandais voulait faire exprès de péter le genou. C'est peut-être ma faiblesse du moment, mais alors certes, ça m'étirait peut-être un jaune ou un rouge, je sais pas, mais j'ai du mal à voir un joueur au jour d'aujourd'hui vouloir casser un genou de notre joueur. Ouais, ça on va en parler avec Alexandre Ruiz à 20h30. Sofiane, pardon. Non, mais il spoil. Non, mais parce c'est bien. Il avait checké le conducteur et il te teasait. Il tease. Et il check bien les conducteurs, là. Non, mais Sofiane, en fait, ce qui est intéressant, toi, t'es d'accord sur le fait que c'est purement accidentel ou que il y a quand même, on a envie de se payer entre guillemets Dupont quand on est un avant du adverse, parce que bon, il est toujours et à chaque instant dangereux. Bien sûr, mais après, faut pas oublier non plus que le rugby c'est un sport de contact, hein, c'est un sport qui est violent par moment. Donc non, il a pas voulu lui péter le genou, mais certainement qu'il a voulu le toucher, lui faire mal. C'est comme c'est un sport de contact où on peut en gros marquer l'adversaire, marquer sa domination dans ce jeu physique, que ce soit sur un plaquage, ça c'est les zones de hug, ça compte, la mêlée. Donc forcément, mais le mec quand il va pas pour aller Dupont, je vais le prendre, il va faire 6 mois et c'est fini. Malheureusement, et Toto il le sait, quand tu vas mettre les mains dans un ruck, tu sais que tu peux te faire ouvrir le crâne, tu peux prendre un coup sur l'épaule. C'est pour ça que tu le mettais pas, toi, Sofiane. Exactement. C'est malin, toi.
Oui, mais ça peut être la question suivante. C'est est-ce qu'avec l'expérience d'Antoine Dupont, on était à 80 mètres de notre ligne, il est allé bien sûr avec son engagement habituel. Est-ce que ça, avec son expérience, il aurait pas pu entre guillemets mieux la gérer? Je sais que c'est difficile de dire. Quand tu joues au rugby, que tu veux gagner ce genre de match. Moi, ce match-là, il me fait penser au match contre le Leinster parce que, justement, j'ai l'image où Toto, sur ce match en finale du Leinster, où il te gratte, je sais pas combien de ballons. Et si tu vois ton demi de mêlée faire ça, forcément, quand tu joues devant, le 5 de devant, la troisième ligne, les centres, ils sont obligés de s'y mettre aussi. Donc, c'est malheureux, c'est un accident, mais ça fait partie du sport, malheureusement. Ouais, juste sur le protocole un peu de reprise. D'abord sur son moral, parce que vous êtes tous proches de lui, autant Johan que Sofiane, et voilà, vous l'avez eu ou il est dans ce genre de situation, il se ferme? Non, après moi j'ai de la pudeur. On sait très bien avec Johan ce que c'est que quand t'es blessé, quand tu te blesses sur un gros événement comme ça, tu reçois des centaines de textos de sympathies, de ta famille, de tes proches et même des gens que tu ne connais pas. Donc moi j'ai envoyé un petit message gentil où il a répondu, mais quand t'es blessé comme ça, t'es sportif de haut niveau, voilà, c'est arrivé, t'es très triste les 24 premières heures, et ensuite tu commences direct à te projeter sur le futur. Et le futur c'est quoi? C'est voir le chirurgien, avoir une date d'opération, et après la date d'opération, les premiers mois du protocole qui sont remarcher comme il faut, ensuite recourir, reprendre les appuis, les contacts et trouver une date de reprise d'un match. Donc quand tu es sportif de haut niveau, et encore plus quand tu es comme Toto, tu es assez pragmatique et tu te fixes des objectifs qui sont, voilà, ce qui est passé, ton genou, tu t'es pété le genou, c'est malheureux, mais il faut avancer. Ouais, Johan, il a déjà rebondi, comme le dit Sofiane, Antoine? Rebondi, je pense pas. Non, enfin, je veux dire, non, l'acceptation, il faut l'acceptation de la blessure, ce qui est pas évident. Je pense qu'il va rebondir du moment où il va se faire opérer, il va basculer à autre chose. Mais là, pour l'instant, l'acceptation elle est relativement dure parce que en plus, tu sais que l'équipe de France est proche de gagner le tournoi sur le dernier match, il reste un match. Donc c'est plus la frustration qui prédomine, le connaissant le compétiteur. Il faut pas être dans son périmètre, je pense, pendant quelques jours, quoi. Donc il faut le laisser tranquille. Ouais, en tout cas voilà, c'est assez, Philippe, je trouve qu'il y a une vague quand même de soutien. Ça a ému. Bon, déjà dans le stade, tout de suite après, les supporters irlandais, standing ovation. Enfin, c'était assez émouvant. Et puis après, même sur les réseaux, les autres sportifs. Enfin, ça a touché quand même. Oui, ça a touché parce que c'est à l'image du statut qu'il a acquis dans le monde du sport et même en France au-delà du monde du sport. Donc voilà, c'est devenu un personnage public bien au-delà du rugby, attachant, auquel les gens s'identifient. Et c'est vrai, j'ai vu tout à l'heure là sur les réseaux, il y avait un post avec toutes les grandes personnalités des médias, du foot, du rugby, qui lui ont souhaité bon courage et bon rétablissement. Et puis c'était quand même assez fair-play de voir aussi les Irlandais, tout le stade se lever pour lui rendre hommage parce que ça reste le meilleur joueur du monde. Et quand tu es l'équipe qui ne l'affronte pas et que tu regardes des grands matchs de rugby, t'as forcément plaisir à le voir jouer. Ouais, ce qui est intéressant, peut-être Sofiane et Johan, vous l'avez partagé avec lui, mais en 2018, quand il se fait son premier genou droit, c'était déjà contre l'Irlande. Moi, j'avais eu la sensation quand il était revenu qu'il était même plus fort. Est-ce que vous l'avez vu travailler, Johan? Est-ce que c'est une bonne sensation ou pas? Non, on l'a tous vu. Quand il est revenu, il avait, je crois qu'il a eu 2-3 premiers matchs un peu compliqués, comme tout le monde, mais on l'a senti hyper costaud du haut, surtout voilà, il en a profité pour travailler son jeu au pied énormément et il a été je trouve qu'il a pris surtout de l'expérience avec cette blessure là et il s'est mis à travailler dans son coin. Voilà, je me rappelle que sur les jours off, il venait travailler avec Hugo sur les passes. Voilà, ça permet ces moments-là de se rapprocher du club, du staff, parce que malgré tout, il est balancé entre l'équipe de France et le Stade Toulousain. Et là, voilà, il va pouvoir se rapprocher du club pour faire c'est sa petite routine et retrouver un quotidien un peu plus calme. Qu'est-ce qui peut améliorer, Sofiane,
cette fois-ci. J'en parlais ce midi avec Mathis Sebel, c'est que ce qu'on avait dit, quand il est revenu en 2018, il a été plus fort qu'avant, et ben si là il revient encore plus fort qu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour tous les autres. Donc moi je l'espère, mais il y a toujours à bosser, des petites choses qu'on peut pas faire quotidiennement quand t'es pris dans le rythme du top 14 et du calendrier international. Donc je m'en fais pas pour lui, il va trouver et peut-être je sais pas un nouveau poste, on sait pas encore. Quentin, une petite question pour Sofiane. Ouais, moi j'ai une question pour toi Sofiane, bonsoir. C'est concernant les centres. Donc on a vu que Barassi allait être forfait avec le protocole commotion, il a répondu défavorablement. Toi tu vois qui pour en passer? On parle de Ficou actuellement, mais est-ce que Deporter ou Gaëton pour toi pourrait aussi faire l'affaire sans problème? Gaëton blessé. Ouais. Ah oui, bah du coup non. Voilà, Gaëtan blessé, mais le petit Deporter, c'est sûr que dans les années à venir, ça formera du côté de Bordeaux, ils auront la paire de l'équipe de France, quoi. C'est deux joueurs avec un gros potentiel qui sont super complémentaires. Après moi, voilà, j'ai ma petite référence pour Gaël parce que c'est un ami de longue date et ça me ferait plaisir qu'il explose un peu le nombre de sélections de l'équipe de France et je pense que quand il est là, ça fait du bien aussi à tout le monde qui maîtrise un peu le jeu, la défense et même sur le côté leader du vestiaire, ça apporte de la sérénité. Donc peut-être que quand tu perds Toto Dupont, c'est bien de faire rentrer Gaël aussi sur ce moment-là. Voilà, avec son expérience, bien sûr. Sofiane, t'en es où de l'après? Il y avait la possibilité d'intégrer le staff. Tu l'as intégré, j'ai peut-être pas bien suivi. Oui, ouais. Je suis au centre de formation à la prépa physique, donc avec les espoirs et de temps en temps un peu avec les professionnels. Donc voilà, je fais mes armes chez eux, où je prends beaucoup de plaisir et c'est cool de pouvoir bosser avec des jeunes qui ont envie et qui te rappellent un peu d'où tu viens, que toi aussi t'es passé par là et que cette envie débordante de devenir professionnel, le rêve, des rêves plein la tête. Et du coup, j'ai ce rôle-là de préparateur physique et un peu de passage de témoin, de se dire putain ouais c'est cool de prendre des conseils d'un ancien joueur. Donc je suis assez heureux et épanoui dans ma nouvelle vie. T'as repéré le nouveau. Du coup tu fais tous les déplacements avec eux, Sofiane, et tous les espoirs? Non, il y a Jérôme Casalbou qui m'a fait cadeau de ma première année des week-ends, d'avoir des week-ends off. Elle est beau ça quand même. Elle était bien sentie cette question, Johan. Merci. Sofiane, on te remercie. En tout cas, toujours un plaisir de t'avoir. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio et bonne saison, bonne fin de saison avec les espoirs du Stade Toulousain. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio parce que on va continuer bien sûr ce débat et autour de notamment la blessure d'Antoine Dupont avec Alexandre Ruiz qui sera avec nous dans un instant, ancien arbitre international bien sûr et aujourd'hui manager du SA15. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous bien sûr au 0826 300 300 avec Philippe Swanguero, Yohan Huget, toute l'équipe Sud Radio pour parler de rugby, pour revenir sur Ireland France, se projeter sur le France-Écosse, la finale du tournoi. On revient aussi sur cette blessure d'Antoine Dupont. On le disait qui a vraiment touché beaucoup de supporters de rugby, beaucoup d'amateurs. Et pour en parler, on est ravis d'accueillir Alexandre Ruiz. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. D'abord, on va en parler dans quelques minutes, bien sûr, avec toi, mais félicitations parce que l'ancien arbitre que tu es est aujourd'hui un entraîneur au SA15, voilà, qui est aujourd'hui 6e de Pro D2 après la victoire méritante face au leader Grenoble 25-13. C'était jeudi, on va en parler dans un instant, Alexandre. Juste quand même parce que moi j'ai été intéressé par ton article dans Midi Olympique aujourd'hui où tu disais que effectivement la faute de Tagburn, le deuxième ligne irlandais sur Dupont, méritait un carton, voilà, jaune, rouge, en tout cas, et ça méritait quelque chose. Et tu maintiens. Ben, en fait, du coup, déjà merci pour le compliment, c'est très gentil de ta part. Et aujourd'hui, tu vois, dans la posture dans laquelle je me trouve, mais je dois pas oublier non plus l'histoire qui m'a construit. C'est me dire des choses factuelles. Aujourd'hui, dans les faits, je vois pas d'action positive de la part du deuxième ligne irlandais.
Force est de constater que je me suis toujours fait la raison que je ne dois pas interpréter la volonté ou pas du joueur de nuire à l'intégrité du joueur. Mais par contre, dans les actes produits sur le terrain, je vois une épaule fermée, je vois jamais un soutien dans une position pour un avion qui décolle. Et du coup, la conséquence de son geste, c'est qu'il atterrit dans la partie inférieure du corps d'Antoine Dupont. Et voilà, je ne juge pas la blessure parce que en fait, un geste peut être sanctionné sans blessure aussi. Donc, et ça n'est là que la conséquence de tout ça réuni. Mais pour moi, la posture, elle est complètement négative. L'épaule est fermée. Je ne vois pas cette volonté d'enserrer. Et dans une règle de la World Rugby, il est écrit qu'un joueur venant se joindre à une mêlée spontanée doit venir se lier à un adversaire ou un partenaire avec les bras. Et donc, à ce moment-là, moi, je vois pas ce geste-là. Voilà, Alexandre Ruiz, ancien arbitre international, tu as arbitré la Coupe du Monde, fait partie des arbitres qui ont été à la Coupe du Monde 2023. 2019, pardon. Tu sais, à mon âge, les dates, on s'y perd. Juste peut-être, je trouve que ton analyse est très intéressante. En tout cas, elle est pas langue de bois, et c'est ça qui est intéressant. Peut-être Philippe, si tu veux rebondir, Philippe Sanguero avec Alexandre sur le sujet. Ouais, bonsoir Alexandre. D'abord, je rebondis. Bravo pour ce que vous faites avec le SA15. Ça nous régale tous les vendredis sur la Pro D2 qu'on suit attentivement, et vous produisez un rugby qui est super agréable. M'intéresse de l'avoir tout à l'heure parce que je trouvais ça un peu dur et excessif, mais je comprends mieux en regard à la règle. Et du coup, à minima, après coup, est-ce que ça te paraît encore plus illogique que la citation française ne soit pas retenue, particulièrement pour ça, parce qu'il y a le sujet Barassi qui pour moi est différent, mais sur cette action-là, est-ce que la règle qui fait foi méritait à minima la citation? Alors, j'ai lu. Alors, j'ai du mal à me positionner par rapport au choix du commissaire à la citation, du citing commissioner. Je ne sais pas. Je savais pas jusqu'à il y a une heure. Je viens d'aller chercher mon fils à son entraînement de U12, et j'ai lu que le commissaire à la citation s'était appuyé sur le fait que Porter avait créé in fine la conséquence de la blessure. Alors c'est ce qu'on a entendu et c'est ce qu'on peut voir. En effet, ça prête à confusion l'action parce qu'on a l'impression que c'est Porter qui peut déséquilibrer Bernos. Ah mais je vais me servir de ce que tu es en train de dire. On a l'impression d'eux. Et pour moi, ça c'est pas factuel. Parce qu'en fait, on se sert de. C'est possible que ce soit la faute de lui. Non, ce qui est logique à mon sens, c'est est-ce que la vision décolle, oui ou non? Est-ce que l'épaule est ouverte, oui ou non? Est-ce que le joueur est venu enserrer, oui ou non? Et ça, c'est des choses qui sont factuelles. Et moi, dans mon ressenti, qui suis sur mon canapé maintenant, pour regarder Destination, et je le regarde avec mes enfants, je me rends compte que quand je réponds à ces questions-là, la question c'est est-ce que l'avion décolle? Non. Est-ce qu'il est pour enserrer? Non. Est-ce qu'il est en posture de contrôle de poids sur son corps? Non. Quand aujourd'hui on prend les soutiens offensifs qui sont en 4 appuis avec les 2 mains qui dépassent le porteur de balle au sol et quand l'arbitre demande de recharger pour revenir se réagripper au porteur de balle qui est au sol du coup en arrière du soutien offensif. Si le joueur n'arrive pas à se lier, à se relever immédiatement, il est pénalisé parce qu'il ne supporte pas le poids de son corps. Et on n'arbitre jamais la conséquence du soutien qui le pousse derrière. Pourquoi dans ce cas de figure-là, on devrait arbitrer la conséquence de porteur qui potentiellement pourrait peut-être avoir impacté avec lui? En fait, du coup, on excuse dans des suppositions et on interprète quelque chose. Moi, j'ai la force de croire que aujourd'hui, je suis pas dans la tête des gens et que je peux pas interpréter ce qu'ils ont envie de faire ou de penser. Par contre, je constate que aujourd'hui, il y a un joueur qui ne respecte pas la règle. Yoann Huget, réaction au propos d'Alexandre Ruiz, ancien arbitre international bien sûr, et actuel entraîneur du SA15. Alexandre, moi j'ai toujours été d'accord avec Alexandre, donc je vais dans son sens. J'ai toujours peur qu'il me sorte un carton rouge encore, donc je vais toujours dans le sens d'Alexandre. Pourquoi encore t'as pris un carton rouge quand avec Alexandre Ruiz? Non, j'ai toujours été sage. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir en regardant les invités, je me suis dit, mon premier match le 5 janvier 2013, j'ai arbitré Mont-de-Marsan à Toulousain. Ouais, je commentais. Mon premier carton jaune que je donne à un joueur en top 14 lors de mon premier match, c'est Yoann Huget.
Donc je comprends que Joli souvenir. Mais moi je m'en souvenais pas. Merci Alexandre. Moi je m'en souviens très bien. Je commentais ce match. Ouais. Non mais il avait pris le plus jeune, c'est pour ça. Tu t'es pas mouillé encore. Bravo. Il avait pris le plus jeune de l'équipe, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, non, pour revenir à ce que tu dis sur l'Irlandais, c'est vrai que moi, comme tous les supporters, et je me suis dit, c'est pas sa faute parce qu'il est poussé par son soutien derrière, mais t'as répondu à toutes les questions et voilà. Mais après, comme tu dis, on est dans un sport de combat et comme je disais tout à l'heure avant que tu arrives, j'ai du mal à croire qu'un joueur veuille volontairement blesser quelqu'un. En voyant le genou, tu sais très bien que tu peux lui casser le genou, tu sais tout ce qui doit se passer derrière. Voilà, j'ai la faiblesse de penser que c'est involontaire. Mais en fait, c'est pour ça que je dis bien que je n'interprète pas ce qu'a voulu faire ou pas faire le joueur irlandais. Je n'interprète pas en fait son action en elle-même. En fait, je la juge par des faits. La blessure, c'est une conséquence de quelque chose qui par ma vision au départ n'est pas réalisé dans la légalité. Aujourd'hui, quand tu franchis un stop, que tu le franchisses à 20 km/h ou à 30 km/h ou à 50, si tu catches personne en face de toi, on va te dire aujourd'hui t'as touché personne. Mais par contre, si tu catches une voiture en face de toi, tu auras quand même aujourd'hui grillé le stop, quoi. Donc n'arbitrons pas la conséquence, que tu touches une voiture ou pas. Si tu grilles un stop, t'as grillé un stop. Voilà, c'est à mon sens. Les faits sont là. C'est pour ça que j'ai interprété cette action de ce sens-là. Alexandre, alors pourquoi, d'après toi, dans l'article, tu le disais, l'arbitre vidéo, en gros, n'appelle pas, ou en tout cas n'alerte pas l'arbitre de centre, donc, au final, il n'y a pas d'examen. Et pourtant, on a l'impression que M. Garner, il dit, on a regardé les images, on a checké, c'est bon. Mais ça, c'est dans le protocole vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de réviser en off, on appelle ça en off. On entend beaucoup aujourd'hui tout ce qui se passe avec les appels aux vidéos qui ne sont pas officiels. D'après l'arbitre vidéo qui était Yann Tempest, me semble-t-il, oui. Lui, il a révisé l'action avec son analyse. Et il en a jugé de la manière du commissaire, certainement à la citation, de la même vision, du fait qu'il n'y ait pas de jeu déloyal. Après, moi, ce que j'ai mis comme hypothèse, c'est dès lors qu'il y a un jeu déloyal potentiel ou un joueur qui sort avec une grave blessure et qu'on a un doute, pour moi, il faut lever les doutes. Même si on perd 2 minutes, pour moi, c'est pas une perte de temps, tu le gagnes pour amener de la clarté sur la situation. Alors, en effet, on voit l'échange de Angus Garner avec Greg Aldrit, qui est de grande qualité. La communication de Angus est très bonne. Mais il n'a pas revu, lui, les images. Donc, en fait, il suppose par rapport à une aide à la situation. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui d'émettre une hypothèse dès lors qu'on ne s'est pas appuyé sur des faits. Et moi, ma position, elle n'est pas de vouloir faire la polémique. Comme j'ai pu dire à quelques responsables de l'arbitrage mondial hier, je suis pas biaisé parce que je suis français. Ma vision, elle n'est pas biaisée parce que je suis supporter français. Ma vision, elle est juste de savoir si ce qu'on a vu sur le terrain un samedi, c'est légal. Si c'est légal, je vais l'entraîner de la même manière avec mon équipe du SA15. Ouais, mais parce qu'on te reproche cette prise de position Non, pas du tout. C'est un échange hyper intéressant. Non, c'est plutôt un échange avec les gars. Non, c'était hyper positif. Il n'y a pas eu personne m'a reproché quoi que ce soit. Et bien évidemment, aujourd'hui, je suis majeur et vacciné. Et à part à Didier Pichot qui est aujourd'hui mon président au SA15, je n'ai de compte à rendre à personne si c'est à mes parents encore. Bon. Mais Alexandre, j'ai une dernière question. C'est vrai qu'après, quelque part, ce sujet d'arbitrage, il pose question notamment pour les Irlandais parce qu'ils en font une stratégie de ce genre de déblayage pour ralentir le jeu. On l'a vu quand même très régulièrement ces dernières années. J'imagine que ça doit même être travaillé quelque part. Donc là, on peut dire que porteur des équilibres Tadbur, mais ils ont ça quand même, les Irlandais. Donc c'est vrai que le sujet de la façon dont c'est arbitré, je rebondis sur ce que tu disais, ça pose question parce que ça devient même une stratégie dans les zones de ruck. Si c'est mal arbitré. C'est un choix stratégique, bien évidemment, de l'organisation. Moi, je pense que la première chose, c'est que ils font quand même les Irlandais, surtout dans ces domaines-là, du travail de grande qualité, comme le travail dans les cellules, que je trouve formidable. Après, ils y mettent une intensité de malade, bien évidemment. C'est pour ça que je ne veux pas juger l'interprétation que je connais pas du second de ligne irlandais. Force est de constater que l'intensité qu'ils y mettent, c'est comme quand un joueur ne change pas de hauteur quand il veut plaquer, ils prennent le risque d'eux. Donc tu peux y mettre une intensité de malade
au risque de toucher une zone du corps de l'équipe adverse que tu n'as pas le droit de toucher. Ouais, ça, Et c'est comme quand tu plaques. Ouais. Voilà. Il faut maîtriser, on va dire, son geste technique. C'est ce qu'on demande aujourd'hui aux plaqueurs, et on va dire c'est un peu entré dans les mœurs depuis qu'on a durci un peu la règle. Est-ce que finalement, est-ce que le lobbying français, on sent qu'il y a un lobbying un peu plus tapageur. Est-ce qu'il a pu avoir aussi une incidence sur Monsieur Garner, voilà. Est-ce que ça a pu l'agacer? Est-ce que c'est pas contre-productif? Toi qui as été arbitre de ce niveau-là, comment tu le ressens? Tu sais, j'ai entendu à la prise. Bon, t'étais à Dublin, j'ai vu François, mais j'ai regardé le match sur France Télévisions et j'ai entendu Dimitri Ashvili émettre un avis qui avait énormément de sens. Je crois aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir de mauvaises opinions sur ce genre de choses-là. Je crois que les échanges avec les arbitres et les amener avec des ressentis, des visions sur les équipes adverses, c'est le bon chemin en tout cas. L'échange, pour moi, je trouve qu'il est hyper intéressant avant-après le match. Aujourd'hui, Dimitri avait dit un truc, c'est que quand l'équipe elle avance, elle n'a pas besoin d'avoir l'arbitre ou amener des images à l'arbitre avant le match pour que l'arbitre les accompagne. Là aujourd'hui, je crois que la position de l'équipe de France, certainement celle de Jérôme Garcès, avait dû amener Angus Garner sur des éléments factuels et techniques. Moi, je crois pas au fait d'avoir un avis, si tu veux, biaisé. Angus Garner, il a pas d'intérêt, me semble-t-il, loin de là. Le connaissant un petit peu, et comme je connais la plupart de ces mecs-là, il n'y a pas d'intérêt à des a priori. Aujourd'hui, l'échange, il est constructif dans le sens où on amène des éléments à la performance, et je trouve la richesse de ces échanges-là. Non, mais que l'échange existe et qu'il se fasse en off, ça a toujours existé, puis tant mieux. Mais en revanche, qu'on devienne un peu comme Erasmus, qu'on mette cette pression un peu sur la place publique, ça peut agacer le corps arbitral. Ça pourrait, mais je crois que c'est pas le chemin qu'a utilisé l'équipe de France avant le match. Bon, c'est pas ça. Ça n'empêche pas Erasmus d'être double champion du monde. Oui, mais on peut même penser parfois que ça l'a favorisé. Mais bon, ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas. Donc, on va dire, si on se résume, Alexandre, Monsieur Garner aurait dû demander la vidéo pour se faire une idée. En tout cas, ça aurait été mieux perçu. Voilà, c'est peut-être le seul reproche qu'on peut lui faire. En fait, il aurait pour moi dû nettoyer l'image, d'amener zéro confusion. Là, on peut interpréter encore, c'est toujours de l'interprétation, qu'il n'a pas vu ou pas voulu voir. Aujourd'hui, bien sûr que c'était Yann Tempest qui est un mec de classe internationale et de bonne facture. Lui a un avis, mais je pense que dès lors qu'il y a des sentiments, et c'est ce que j'ai dit aussi, où on voit Antoine Dupont le regarder à Angus lui dire il m'a quand même chargé, quoi. Mais moi, je pense qu'on aurait dû nettoyer l'image. Voilà, nettoyer l'image. Allez, on va venir quand même et terminer ce petit appel avec la Pro D2, avec la bonne performance de Soyons-Goulême, 6e qui avait tombeur du leader. Quentin, petite question. Ouais, justement là, on sait qu'il y a une trêve de 2 semaines pour la Pro D2, savoir justement comment vous allez préparer le retour avec un déplacement important à Montauban, mais on sait que les déplacements, c'est pas ce qui vous fait peur cette saison. Mont-de-Marsan, non? Alors, Mont-de-Marsan, ouais. Mont-de-Marsan. Alors, pour être très très honnête, moi j'habite à Portirane, qui est un petit village à côté de Béziers. J'ai mes enfants qui sont là, donc du coup je suis descendu une semaine passer du temps avec eux, les amener à l'école et faire le sport. Et ensuite les joueurs sont en vacances jusqu'à dimanche inclus. C'est une semaine obligatoire. Et ensuite on va reprendre 4 jours la semaine suivante pour ensuite reprendre le dimanche avant le Mont-de-Marsan et repartir sur un bloc de 5 matchs. Donc là on sort sur une phase qui est quand même assez longue, 3 semaines, 1 semaine off et 5 semaines. Donc là on a quand même tous besoin de régénérer, que ce soit physiquement ou mentalement, et surtout profiter des nôtres quand on peut. Donc là aujourd'hui on est conscient qu'il restera que 7 matchs à la reprise, et avec un déplacement à Mont-de-Marsan, me semble-t-il, qui va avoir un goût particulier, parce qu'il va enclencher un sprint final qui ira peut-être historique pour nous. Voilà, c'est l'objet. J'avais une dernière question. Est-ce qu'on a le temps, François? Ouais, bien sûr. J'avais 2 questions en une. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a un précédent, à ta connaissance, d'un arbitre international qui a basculé si jeune comme ça dans le coaching d'une équipe professionnelle? Et deuxièmement, est-ce que tu penses ouvrir une voie, parce qu'on sait que la carrière d'arbitrage, elle se termine assez tôt, ça peut poser question à des arbitres qui veulent vraiment s'investir dans cette voie? Est-ce que tu as des arbitres autour de toi qui te posent des questions et qui t'interrogent un peu sur la voie à suivre?
La première des questions, non. Si jeune, non. Je sais qu'il y a Glenn Jackson, un ancien joueur qui a joué par les Saracens, un arbitre néo-zélandais qui était aussi à la Coupe du Monde au Japon. Glenn qui aujourd'hui était dans le staff des Crusaders. Mais lui beaucoup plus âgé. Il a joué au Saracens, Glenn Jackson, d'accord. Saracens, exactement, ouais. Donc qui aujourd'hui. François, il nous fait un qui je suis. Ouais. Qui aujourd'hui en activité en France, mais il a commencé l'entraînement après l'arbitrage. Ensuite, j'ai jamais fait ça pour ouvrir des vocations, bien évidemment. J'ai fait ça par envie. L'entraînement, c'est ma 17e saison aujourd'hui que j'entraîne. J'ai toujours entraîné en parallèle de l'arbitrage. J'ai eu une possibilité de partir à Montpellier où renouveler mon contrat d'arbitre professionnel, et j'ai pris le parti de rejoindre Philippe Saint-André, ce qui m'a offert un titre champion de France l'année où je suis parti. 2022. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une opportunité au SA15 avec des responsabilités. Il faut juste savoir que j'ai mon diplôme d'État et là je suis en train de passer mon diplôme d'État supérieur, mon DES à Marcoussis, et que voilà, je me suis formé pour ça et qu'aujourd'hui j'ai envie d'en faire mon deuxième métier dans ce magnifique sport. Ouais, et en tout cas c'est une entre guillemets magnifique reconversion et c'est super, même si tu as toujours été entraîneur, mais en tout cas au niveau professionnel et d'avoir basculé, c'est pas, aucun regret d'avoir manqué justement la Coupe du Monde 2023. Voilà, moi qui ai fait la conf. Peut-être c'était la question en fait elle a tourné dans ma prise de fonction, dans le choix autour de la Coupe du Monde 2023. C'est dans la balance, ça avait beaucoup de poids, j'avoue. C'est un regret, certain, oui, il faut être honnête, oui, c'est un regret pour moi, mais assumé puisque c'est moi qui ai choisi de partir à l'entraînement. Voilà. Et ça sourit, un Brennus en 22 en tant qu'adjoint à Montpellier et désormais une qualif en point de mire en Pro D2 avec le SA15 en entraîneur en chef. En tout cas, merci Alexandre d'avoir été avec nous, Alexandre Ruiz. Grand plaisir de parler de rugby et ton éclairage est vraiment précieux, voilà, parce que on en sait plus et on sait aussi que tu as mis un carton jaune pour débuter à UANUG. Ça fait plaisir pour les futurs qui je suis que nous pouvons faire sur la culture rugby. Voilà. Allez, merci Alexandre, repose-toi bien et profite bien de la famille. À bientôt en tout cas sur l'antenne de Sud Radio. On va se retrouver dans un instant parce que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 à se projeter sur ce France-Écosse quand même, la finale du tournoi 2025. On va le gagner. La dernière ligne droite de cette émission du lundi où on parle que rugby bien sûr avec vous les auditeurs au 0826 300 300 et avec la team Sud Radio. UANUG, Philippe Souanguero sont là et on accueille Rodolphe au standard avec Aude qui est Rodolphe qui est avec nous et de Clermont tu nous appelles. Salut Rodolphe. Salut à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on se projette quand même sur ce France-Écosse, voilà, parce que c'est quand même juste la finale du tournoi. On va peut-être obtenir ce titre qu'on recherche. Est-ce qu'il aura le même goût pas le même goût qu'un grand chelem, mais est-ce que quand même tu vas vibrer pareil, toi, Rodolphe? Oh oui, il aura le même goût parce que sur le début du tournoi, tu sais que tu vas te déplacer 3 fois, que notamment il y a quand même ce choc à Dublin contre une équipe où l'année dernière tu avais été en grande difficulté. En plus tu mets 40 points avec la manière et tu donnes ce sentiment d'être largement au-dessus de tes principaux concurrents. Donc je pense que quand tu gagneras la semaine prochaine, si tu gagnes face à l'Écosse, tu vas largement savourer quand même ce titre-là. Est-ce qu'on est à l'abri du petit relâchement post-exploit UANUG? Ah non, quand ça nous tend les bras comme ça, je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans. Il y a aucun relâchement possible. Alors malgré tout, on va tomber face à une opposition de style totalement différente que les Irlandais. Il va falloir s'adapter parce que les Écossais jouent énormément et on sait qu'on a du mal face à ces Écossais. Mais si on met les choses dans l'ordre, et voilà, aujourd'hui quand même l'équipe de France, elle est consistante depuis le début du tournoi. Il n'y a pas eu, mis à part une équipe de France maladroite, mais dans le contenu du jeu, elle a répondu présent depuis le début du tournoi. Qui pour remplacer Antoine Dupont? On est tous tristes de savoir qu'Antoine Dupont ne sera pas de cette finale face à l'Écosse. Rodolphe, quel est ton point de vue? Parce que Johan en avait un intéressant en début d'émission. Oh, je pense qu'aujourd'hui Maxime Lucu sur l'entrée en jeu qu'il fait contre l'Irlande, il a montré qu'il avait largement les épaules pour prendre le numéro 9 contre les Écossais. Et la question elle va surtout être sur le banc
avec soit Nolan Le Garec qui est peut-être moins dans une forme étincelante que l'année dernière à la même période, soit un Baptiste Serin qui a pas vu ce maillot bleu depuis quelque temps, mais qui par contre sur la saison qu'il est en train de faire mériterait amplement de faire partie du groupe. Et j'ai tendance à avoir une petite préférence pour Baptiste Serin, mais c'est pas moi qui fais l'équipe. Non, t'es pas consulté non plus. Exactement. Bon, en tout cas, donc toi tu partirais sur un banc en 6-2, Rodolphe? J'ai envie de dire oui parce que autant contre les Irlandais, le jeu irlandais a fait qu'Oscar Giroud au centre a pas été trop en difficulté. Autant face à des Écossais qui ont tendance à plus déplacer le ballon avec un Hugh Jones qui est en très grande forme au centre du terrain, je pense qu'un centre de métier pour rentrer serait peut-être plus à même de faire face à un jeu. Giroud nous a pas plu. Si, il m'a plu, mais il m'a plu dans une opposition qui était, on va dire, cohérente par rapport à ce que lui pouvait apporter. Il a été très bon dans le secteur combat. Il l'a montré défensivement. Il a mis des placards, mais par contre, il était face à une équipe qui lui a pas apporté beaucoup de déplacements, qui l'a pas mis en difficulté sur ce jeu-là. Là où je pense que les Écossais peuvent aller toucher les couloirs plus souvent, peuvent déplacer le ballon plus que ne l'ont fait les Irlandais samedi, et ça au niveau international, on s'improvise pas trois quarts centre en défense contre une équipe qui envoie du jeu, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai. Et Philippe, quand même, il a raison, Rodolphe, de dire que l'Écosse, non seulement il joue bien sur la largeur avec ce centre-là qui est excellent, et en plus il nous ressuscite pas toujours au Stade de France quand même, hein. Non, c'est une équipe qui nous a posé des problèmes et puis ils ont beaucoup progressé, on le dit assez souvent sur ces dernières saisons, sur le secteur de la conquête, du combat, donc c'est une équipe complète. Après, là l'équipe de France a mis le curseur très haut quand même contre l'Irlande, donc je vois pas à ce niveau-là l'équipe de France être inquiétée, mais c'est vrai que ce sera un match différent. Bon, l'analyse de Rodolphe, elle est parfaite sur l'opposition de style. C'est vrai que Giroud dans ces circonstances de match a été très très bon, mais à un moment où les Français avaient beaucoup le ballon et où les Irlandais étaient en difficulté, donc on l'a pas vu exactement dans un registre en difficulté avec beaucoup de déplacements. Mais en revenant au 6-2 quand même on règle a priori la question, hein. Donc ce 6-2 il va je pense amener un peu plus de sérénité face à une opposition comme l'Écosse. Ton prono, Rodolphe, pour terminer avant de se quitter? Je pense que ça va être un match assez ouvert. Je vois pas mal de points. Je dirais bien un petit 38-23 pour l'équipe de France. Voilà, du rugby champagne, 38-23 en tout cas, pour terminer en beauté ce titre que l'on attend. La dernière fois qu'on a gagné le tournoi, une année impaire, c'était en 2007. Ça remonte. On espère en tout cas que ça sera le cas samedi. On le vivra sur Sud Radio. Merci Rodolphe d'avoir appelé au 0826 300 300. Merci Johan, merci Philippe, merci à vous, Quentin Fredon, toute l'équipe bien sûr, Sud Radio, Clément Combe. Et on se retrouve vendredi pour non pas vendredi. Si, vendredi 19h à 20h. 19h à 20h. Très bien, j'ai bien dit. Gros avant-match. Après la Huge à 20h et puis après les meilleurs. Ça sera samedi. C'est samedi ça. Allez. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il n'y a pas de Pro D2, du coup c'est la pause vendredi, mais il y a une émission de 19h à 20h, donc quand mais j'ai pas les bons conducteurs. Mais parfois. Mais faut les lire pour ça. Allez, les clés d'une vie, tout de suite, c'est Jean-Jacques Debout qui est l'invité de Jacques Pessy. À tout de suite.